Est-ce que les facteurs génétiques contribuent réellement à notre risque de développer des maladies cardiovasculaires? Est-ce possible d'analyser notre propre code génétique pour mieux prédire notre risque de maladies cardiovasculaires et orienter les traitements pour réduire notre risque? Notre conférencier d'aujourd'hui, le Dr Sébastien Thériault, tentera de répondre à ces questions. Dr Thériault est médecin biochimiste et chercheur au Centre de recherche de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Il a complété un doctorat en médecine et une résidence en biochimie médicale à l'Université Laval, suivi d'une formation complémentaire de 2 ans en recherche à l'Université McMaster. Son programme de recherche inclut des études d'association pangénomique, de transcriptomique et de score de risque polygénique pour les maladies cardiovasculaires, dont la maladie coronarienne et la sténose valvulaire aortique. Nous l'avons invité aujourd'hui pour qu'il nous présente sa conférence intitulée Déterminants génétiques et évaluation du risque de maladies cardiovasculaires. Bonne conférence. Merci de m'avoir invité pour présenter dans cette série de webinaires. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de l'évaluation du risque de maladies cardiovasculaires, donc un peu la stratification du risque et comment on pourrait mieux intégrer les déterminants génétiques dans cette évaluation du risque-là. Donc, mes objectifs vont être d'abord de définir la stratification du risque et de réviser rapidement les différentes stratégies qui sont utilisées en clinique. Ensuite, on va regarder les principaux déterminants génétiques connus de la maladie des maladies cardiovasculaires athérosclérotiques et plus particulièrement de la maladie coronarienne. Et finalement, on va discuter de la place de la génétique pour l'évaluation du risque. Donc, les maladies cardiovasculaires athérosclérotiques, ou en anglais pour l'acronyme ASCVD, regroupent plusieurs conditions d'origine athérosclérotique. Donc, selon les dernières lignes directrices de la Société canadienne de cardiologie, ça regroupe, entre autres, le syndrome coronarien aigu, l'infarctus du myocarde, l'angine de poitrine, l'accident vasculaire cérébral, la sténose carotidienne, les maladies vasculaires périphériques. Donc, globalement, ça représente la deuxième cause de mortalité au Canada. Les principaux facteurs de risque que vous devez connaître, probablement, donc, sont l'âge, le sexe masculin, l'obésité, le tabagisme, la dyslipidémie, l'hypertension et le diabète. Et aujourd'hui, je vais focuser un petit peu plus sur la maladie coronarienne athérosclérotique, qui est donc l'accumulation de plaques d'athérosclérose dans les artères coronaires, donc qui vont éventuellement causer une obstruction et diminuer le flot sanguin vers le cœur et causer donc des dommages importants aux muscles cardiaques. Donc, un petit rappel d'abord sur le dépistage du risque cardiovasculaire. Donc, les dernières lignes directrices recommandent donc, de dépister le risque, de faire une stratification du risque chez les individus de 40 ans et plus. Donc, ou chez les femmes post-ménopause lorsque celle-ci est prématurée, et aussi chez des individus avec des facteurs de risque documentés. Donc, vous voyez la liste ici à droite. Et à noter que c'est relativement large, donc ça inclut entre autres des individus avec un indice de masse corporelle en haut de 30, le tabagisme actif et plusieurs maladies chroniques, incluant les maladies rénales. Donc, comment le risque cardiovasculaire est dépisté en clinique? Donc, ce qui est recommandé pour tous, c'est de faire une histoire complète en examen physique, mesurer un bilan lipidique standard qui va inclure le cholestérol total, HDL et triglycérides, le LDL, cholestérol va pouvoir être calculé à partir de ces mesures-là, puis également le cholestérol non-HDL, donc tout ça est inclus dans un bilan lipidique standard. Il est également recommandé chez tous les sujets qu'on dépiste de faire une glycémie à jeun ou une hémoglobine glyquée, qui, elle, peut être faite non à jeun. Ici, TFGE, c'est pour le taux de filtration glomérulaire estimé. Donc, en gros, c'est une mesure de la créatinine dans le sang pour évaluer la fonction rénale. Et puis, dernièrement, c'est d'ajouter la mesure de la lipoprotéine A, qui est recommandée une fois dans la vie du patient lors du dépistage initial. Donc, on dit que la peau B peut être mesurée de façon facultative et principalement importante chez les sujets qui ont des triglycérides légèrement élevés, donc en haut de 1,5. Et également une mesure de protéinurie, donc des protéines dans les urines chez les individus avec baisse de la fonction rénale, de l'hypertension ou du diabète. À noter maintenant que le bilan lipidique est recommandé de le faire non à jeun, donc c'est plus simple pour les patients. Et il a été montré que c'est relativement équivalent à un bilan lipidique fait à jeun.
Sauf dans les cas où les triglycérides sont très élevés, là, à ce moment-là, il est recommandé de faire le bilan lipidique à jeun. Donc, c'est un peu la façon de dépister. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a recueilli toutes ces informations-là pour un patient? Donc, il existe plusieurs outils ou scores de risque clinique là, qui permettent de combiner donc, toute cette information-là, autant des facteurs de risque cliniques à l'histoire que du bilan lipidique. Le plus commun encore, ce qui est recommandé dans la ligne directrice au Canada, c'est le score de risque de Framingham. Il y en existe par contre plusieurs autres qui sont utilisés là, à travers le monde. Donc, par exemple, Pool Core Equations, le score 2 en Europe, QRISK plus Royaume-Uni. L'ensemble de ces outils-là sont basés donc, sur les facteurs de risque dont on a parlé tout à l'heure, l'histoire familiale, mais considèrent relativement peu des éléments de risque génétique là, autres que l'histoire familiale qui est souvent imparfaite et difficile à obtenir là, pour certains sujets. Et puis, ces scores-là, ou cette stratification du risque-là va permettre de guider les interventions, particulièrement en prévention primaire, donc pour décider est-ce qu'on va implémenter un traitement préventif là, pour éviter que se développe une maladie cardiovasculaire. Donc, ici, vous avez le score de risque de Framingham, donc un exemple de comment chaque facteur de risque est pris en compte et amène un certain pointage qui va être pour lequel on fait un total, et puis arriver selon le score à estimer un pourcentage de risque de développer une maladie cardiovasculaire sur 10 ans. Donc, vous voyez ici, peut-être je vais porter votre attention sur le fait que l'âge est un facteur très important dans cette façon d'évaluer le risque. Donc, on voit qu'il y a des pointages très élevés là, associés à l'âge ici. Là. Donc, c'est un des défauts là, de ces méthodes-là pour un peu évaluer le risque chez des sujets qui sont plus jeunes. Donc, basé sur cette évaluation de risque-là, on va généralement donc classifier les individus sur un spectre de risque faible, intermédiaire, modéré versus élevé. Donc, généralement, on va diviser en 3 selon que le risque estimé de moins de 10% à 10 ans, 10 à 20% ou plus de 20%. Et vous voyez ici qu'il y a de plus en plus d'autres critères là, qui ont été ajoutés au groupe de risque intermédiaire pour essayer vraiment d'identifier les individus qui sont plus haut risque qui se méritent des traitements préventifs. Donc, vous voyez ici que certaines valeurs de cholestérol, la peau B, d'autres facteurs de risque comme l'hypertension, le tabac, d'autres marqueurs comme la lipoprotéine A, le score calcique et la protéine C réactive, peuvent permettre ici de vraiment cibler un groupe qui serait plus à risque pour un éventuel traitement. Et puis, donc, les lignes directrices sont vraiment basées sur cette classification-là pour évaluer qui on devrait traiter. Donc, dans tous les cas, on devrait évidemment discuter des habitudes de vie et des modifications à faire de ce côté-là d'abord, donc l'association tabagique, l'amélioration de la diète et un programme d'exercice. Et puis, ici, bon, dépendamment du niveau de risque, donc on voit que pour les faibles risques, c'est seulement les individus avec un LDL cholestérol très élevé, au-dessus de 5 mmol par litre, pour lesquels un traitement est suggéré. Par contre, tous les individus qui rentrent dans ces catégories-là de risque très élevé et intermédiaire avec facteurs de risque vont se mériter une intervention éventuellement pour cibler des taux de cholestérol à atteindre. Donc maintenant, quelques mots sur la lipoprotéine A, qui est maintenant recommandée comme un facteur à considérer dans l'évaluation du risque chez tous les patients. Donc en fait, il s'agit d'une particule de LDL qui est liée à une apolipoprotéine A. Il a été montré que sa concentration était associée au risque de maladie cardiovasculaire et ça de façon indépendante là, aux autres facteurs de risque. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est déterminée génétiquement, donc c'est vraiment un niveau qui ne va pas changer au cours de la vie et puis qui est très peu influencé là, par des facteurs environnementaux comme l'alimentation, l'exercice et autres. Donc, on est avec une certaine valeur de lipoprotéine A et actuellement, elle est très peu modifiée au cours de la vie. Certains traitements vont avoir une faible influence sur la lipoprotéine A. Donc, je parle des traitements qui sont disponibles actuellement, comme les statines
et les éditeurs du PCSK9, par exemple, peuvent entraîner une faible diminution de la lipoprotéine A, mais il reste que les individus avec une valeur très élevée peuvent avoir un effet qui est relativement faible. Donc, il y a des essais cliniques qui sont en cours là, pour développer des molécules qui seraient spécifiques pour diminuer la lipoprotéine A. Donc, il y a des résultats très prometteurs, mais il faut encore voir les résultats sur les outcomes cliniques, donc sur la maladie donc, à venir. Et ce qui est recommandé pour l'instant, c'est vraiment de traiter plus agressivement les individus qui ont une concentration de lipoprotéine A très élevée. Il y a différents seuils qui ont été proposés, mais bon, dans les lignes directrices, actuellement, on parle de 100 nanomol par litre comme étant une valeur considérée comme élevée et à considérer. Donc ici, simplement pour vous illustrer un peu à quoi ressemble la distribution de la lipoprotéine A dans une population. Donc ici, c'était dans une population principalement britannique, des données qui viennent de UK Biobank. Donc on voit que c'est une distribution qui est assez asymétrique. Donc on a beaucoup d'individus qui vont avoir des valeurs basses, puis on va avoir quand même une certaine proportion d'individus qui ont des valeurs élevées, donc certains très élevés. Donc c'est vraiment ces gens-là ici dans la distribution pour lesquels on doit considérer que le risque est très haut. Et on voit que c'est une modification du risque là, qui est relativement linéaire là, en fonction de la concentration de la lipoprotéine A. Et puis, donc, on a des augmentations quand même très significatives de l'ordre de hazard ratio au-dessus de 2, parce que les valeurs sont très élevées. Donc, c'est particulièrement préoccupant pour ces individus-là. Maintenant, bon, qu'est-ce qu'on connaît du risque génétique de maladie coronarienne athérosclérotique? Donc, je vais parler un peu de l'hypoprotéine A, donc c'est un des facteurs. Par contre, la MCL, c'est une maladie complexe, donc avec plusieurs facteurs de risque différents, plusieurs mécanismes physiopathologiques. Il est estimé que l'héritabilité est autour de 40 à 60%, donc à partir d'études de jumeaux, par exemple. Maintenant, quand on parle d'origine génétique d'une maladie, on peut regarder la figure qui est à droite ici, qui nous permet un peu d'évaluer quel type de variants génétiques peuvent être associés à la maladie. Donc, en X, ici, vous avez la fréquence allélique des variants, et en Y, l'effet que ce variant a sur la maladie. Et ici, on prend donc du côté en haut à gauche ici, donc on va parler de variants qui sont très rares, qui vont avoir un effet très élevé sur le risque de maladie. Et donc, ce sont les causes, si on veut, mendéliennes ou monogéniques qui vont entrer dans ce groupe-là. Pour ce qui est de la maladie coronarienne athérosclérotique, la principale cause la plus fréquente est une hypercholestérolémie familiale qui va être retrouvée donc environ chez un individu sur 250 et même de façon plus fréquente là, dans certaines populations. Il existe aussi d'autres dyslipidémies d'origine génétique qui augmentent le risque de maladie coronarienne athérosclérotique. Et il y a quelques syndromes un peu plus rares, par exemple des syndromes qui causent un vieillissement prématuré, qui eux aussi vont être liés à une augmentation de l'athérosclérose prématurée. Si on regarde de l'autre côté du spectre, on va avoir des variants ici qui sont communs, donc une fréquence assez élevée, et qui vont individuellement augmenter le risque de façon beaucoup plus faible. Donc, c'est vraiment la combinaison, on pense, de tous ces variants-là avec faible effet qui vont avoir un impact significatif sur la maladie, puis ce qu'on va appeler contribution polygénique au risque. Donc, contribution de plusieurs gènes différents. Ici, quelques mots sur l'hypercholestérolémie familiale. Donc, c'est un désordre génétique qui cause une augmentation importante du LDL cholestérol circulant, qui va amener un risque de maladie cardiovasculaire prématurée très élevé. On dit que jusqu'à 50%, par exemple, des hommes vont développer une maladie avant 50 ans s'ils ne sont pas traités. Heureusement, on voit ça de moins en moins aujourd'hui quand les individus qui sont identifiés sont traités et à ce moment-là évitent le développement de la maladie, mais il existe encore beaucoup de gens qui ne sont pas identifiés malheureusement. Donc, la prévalence est estimée entre 1 sur 200 et 1 sur 500 selon les différentes régions dans le monde. Au Québec, on dit environ sur 250 de façon générale, mais il y a certaines régions du Québec où la prévalence va être beaucoup plus importante. Donc, ici, c'était une étude là, qui date de 2005, mais qui a montré que, par exemple, sur la Côte-Nord, il y avait jusqu'à un individu sur 81 qui était porteur d'une mutation pour l'hypercholestérolémie familiale. Donc, c'est considéré comme un trait qui est autosomique co-dominant. Donc,
le fait d'avoir une mutation suffit pour amener un phénotype et causer la maladie, mais dans le cas où les individus ont deux mutations, le trait est encore plus sévère. Donc, les LDL cholestérol sont extrêmement élevés, puis le risque associé également. Donc, le principal gène touché, c'est le récepteur au LDL, qui est le gène de LDLR. Il y a 5 mutations qui sont plus fréquentes au Québec. Mais il existe aussi des mutations dans d'autres gènes, comme ApoB et PCSK9, qui vont également causer la maladie. Donc, ces formes-là sont séries dominantes, puis il existe aussi une forme récessive qui est beaucoup plus rare, comme mutation dans le gène LDL-RAP. Donc, quelles sont les indications de dépistage de l'hypercholestérolémie familiale? Donc, chez un cas index, il va être recommandé de dépister la maladie chez les individus qui ont un LDL cholestérol au-dessus d'un certain seuil qui va varier selon l'âge. Donc, il faut évidemment exclure les causes secondaires de l'hypercholestérolémie. Par exemple, l'hypothyroïdie, certaines maladies rénales ou hépatiques peuvent causer des taux très élevés de LDL, donc il faut s'assurer d'éliminer ces causes-là d'abord. Mais sinon, en présence d'un LDL cholestérol au-dessus de 4 chez les populations pédiatriques en bas de 18 ans, 4,5 de 18 à 39 et 5 millimol par litre en haut de 40 ans. Ce sont des indications officielles pour y penser. Et on doit avoir aussi la présence d'un autre critère parmi les suivants, soit la présence de xanthome dans le par examen physique, un LDL cholestérol qui est extrêmement élevé au-dessus de 8,5 millimol par litre. Donc, à ce niveau-là, d'emblée, il est recommandé de faire un dépistage. La présence de maladies cardiovasculaires athéroschlérotiques précoces, donc en bas de 55 ans pour un homme, 65 ans chez une femme, et un historique du premier degré dans la famille, donc soit un des deux parents ou la fratrie, ou à la limite un enfant qui aura un LDL cholestérol élevé sans cause secondaire ou une maladie cardiovasculaire précoce. Donc, ce sont des indications pour procéder à des tests génétiques pour confirmer la présence de l'hypercholestérolémie familiale. Maintenant, quelques mots sur les autres dyslipidémies monogéniques qui peuvent causer une maladie coronarienne athéroschlérotique prématurée. Donc, il y a entre autres la dysfétale hypoprotéinémie qui est due à un certain variant dans le gène de la peau E, qui est relativement fréquent. Il existe aussi la cytostérolémie, qui est une mutation dans les gènes ABCG5 ou 8, qui cause une accumulation de cytostérol qui mène à la maladie coronarienne également, qui est par contre beaucoup plus rare, là, comme vous voyez, que l'hypercholestérolémie familiale. Donc, on parle ici dans 1 sur 50 000, 1 sur 200 000. Il existe également là, des causes rares de l'hypodystrophie. Donc, on existe quelques types qu'on appelle partiels et congénitales, mais qui sont encore plus rares. Là, on parle d'un cas ça, 1 million, sur 10 millions. Moins fréquent là, à l'échelle de la population. Donc, outre l'hypercholestérolémie familiale, on peut dire que les causes monogéniques sont plutôt rares. Par contre, la partie polygénique que je vous montrais tout à l'heure est possiblement assez fréquente et peu fréquemment évaluée. Donc, c'est là-dessus que je vais me concentrer pour la suite de la présentation. Donc, qu'est-ce que c'est ces variants communs-là qui peuvent augmenter le risque de maladie coronarienne? Donc, ce sont des variations de la séquence d'ADN qui sont communes dans la population et on parle généralement d'une fréquence de plus de 1%. Pour parler d'un variant génétique qui est commun. La distribution n'est pas homogène, donc souvent, ces variants-là vont se retrouver de façon préférentielle là, en région non codantes, probablement de certains processus de sélection naturelle qui fait que les variants dans des régions codantes ont été éliminés avec le temps. Puis, on dit qu'il y a environ 15 millions de variants communs qui sont rapportés là, à l'échelle du génome. Donc, c'est quand même beaucoup d'informations à mettre ensemble. Donc, comment on les mesure, ces variations génétiques-là? Donc, la méthode qui est la plus souvent utilisée, c'est ce qu'on va appeler du génotypage à l'aide d'une puce, comme vous voyez ici sur l'image. Donc, c'est une méthode qui est quand même un très bon taux de détection, une bonne reproductibilité et qui est relativement abordable. On parle de 50 et 100 $ par échantillon aujourd'hui. Donc, ces méthodes-là peuvent donner de l'information là, de
plus un nombre, disons, allant de quelques centaines de milliers à quelques millions de variants génétiques. Ce qu'on peut faire après avec cette information-là, c'est d'utiliser les données des serveurs publics, donc qui ont qui utilisent donc des données de plusieurs individus qui ont été séquencés, donc jusqu'à des dizaines de milliers d'individus séquencés pour lesquels on a vraiment une information précise. Et puis, à l'aide de méthodes statistiques, on peut inférer le génotype à certains sites qui n'ont pas été mesurés, ce qui nous permet d'avoir de l'information relativement fiable pour plus de 10 millions de variants en utilisant ces méthodes-là. Et grosso modo, un coût qui est relativement abordable. Maintenant, je vous parle un peu d'études pangénomiques ou de Genome-Wide Association Study. Donc, ce sont des études qui sont basées sur le génotypage d'un très grand nombre d'individus. Et le but est d'identifier des variants qui sont associés à une maladie ou à un trait. Donc, c'est vraiment le but est d'identifier un des variants communs. Donc, on cherche l'association de ces variants-là avec un phénotype, mais à niveau d'effets qui sont relativement faibles. Donc, on parle d'odds ratio qui sont généralement plus petits que 1,2, donc qui individuellement ont un faible impact sur la maladie ou le trait. Mais à l'aide de ces très larges études-là, on peut quand même identifier des effets significatifs et cibler donc ces régions génomiques-là qui ont un effet sur le trait. Donc, ici, une petite animation pour vous expliquer un peu comment l'information de ces différents variants est combinée. Donc, ici, vous avez les 22 chromosomes qu'on a chez tous les êtres humains. Donc, généralement, il est beaucoup plus facile d'avoir l'information sur les 22 chromosomes non sexuels que le X et le Y. Donc, ils sont malheureusement historiquement été exclus souvent X et Y des études d'association pangénomique. C'est pourquoi la plupart des scores actuellement sont basés sur les chromosomes 1 à 22. Donc, c'est pour ça que X et Y ne sont pas là. Donc, si vous voyez ici, chaque lettre V va représenter un variant. Et vous allez avoir donc certains variants qui vont être significativement associés au trait ou à la maladie, donc ici représentés en orange. Et l'idée, c'est vraiment de combiner l'information de tous ces variants-là ensemble. Donc, pour un individu donné, selon son génotype à ces différents sites-là, on va pouvoir calculer un score qui va aller de bas à élevé, qui va nous permettre d'avoir de l'information sur le risque de cet individu-là en comparaison avec une population de référence. Donc, quelles sont les méthodes mathématiques pour faire le calcul de ces scores? Donc, initialement, la première génération des scores était vraiment basée sur la sélection de certains variants précis. Donc, on utilisait un seuil de signification donné, on regardait les variants qui passaient le seuil, puis ensuite, on faisait une étape d'éliminer les variants qui étaient corrélés entre eux. On arrivait avec une liste de quelques dizaines ou à la limite quelques centaines de variants pour calculer un score. Alors, les premières méthodes, c'est simplement compter le nombre d'allèles de risque à ces différents sites-là. Donc, on avait un score continu avec un nombre précis d'allèles de risque. Et rapidement, il y a eu des méthodes qui se sont développées pour au moins pondérer le risque de chacun des variants. Donc, selon l'effet que ce variant-là avait sur la maladie, l'effet était donc multiplié par l'odds ratio, la taille d'effet du variant sur la maladie, ce qui faisait qu'un variant qui augmente le risque de façon plus importante d'avoir un poids plus élevé dans le score. Donc, déjà là, c'est un petit peu plus raffiné. Par contre, les méthodes plus récentes utilisent des façons statistiques plus sophistiquées dans le calcul. Puis ça permet vraiment de prendre en compte un plus grand nombre de variants situés partout dans le génome. Ce qui fait que les scores maintenant ont souvent environ 1 million de variants ou plus qui sont inclus. Et comment c'est fait? Donc, il existe différentes méthodes statistiques pour corriger l'effet des variants. Donc, les méthodes qu'on appelle fréquentistes qui vont être basées sur ce qu'on appelle penalized regression, donc la régression qui est pénalisée pour la structure de corrélation qui existe entre les variants. Puis les méthodes plus bayésiennes qui vont établir certaines distributions, un modèle de distribution des effets
initiale. Et donc, tout ça va prendre en compte la corrélation qui existe entre les variants dans une population donnée pour vraiment modéliser l'effet de la meilleure façon possible. Puis maintenant, il existe aussi des méthodes où l'impact fonctionnel du variant est pris en compte pour essayer de sélectionner les variants qui sont le plus susceptibles d'être causales dans l'augmentation du risque. Donc, en pratique, de quoi on a besoin pour développer un score polygénique comme ça? Donc, il y a différentes étapes. La première étant vraiment obtenir une estimation de l'effet des variants sur le phénotype. Puis ça va venir des études en génomique de GWAS. Ensuite, on va vouloir appliquer ce score-là à une cohorte qui est indépendante pour voir quelle est sa performance. On peut diviser cette étape-là en deux étapes, soit d'entraînement et ensuite de validation. L'entraînement permet à ce moment-là vraiment d'optimiser les paramètres pour le calcul du score dans un sous-groupe de notre population. Donc, les méthodes statistiques que je vous montrais tout à l'heure, donc il y en a certaines qui vont utiliser certains paramètres, par exemple le pourcentage de variants causaux ou certains paramètres de la distribution des effets. Et donc, on peut à ce moment-là optimiser le score dans une petite partie de la cohorte pour finalement l'appliquer dans le reste de la cohorte. Et il existe par contre certains algorithmes qui permettent de combiner ensemble entraînement et validation, donc qui vont automatiquement, si on veut, déterminer les paramètres optimaux à partir des données initiales de GWAS et puis nous permettre d'utiliser la cohorte entière comme groupe de validation pour le score. Maintenant, qu'est-ce que ces scores-là, comment est-ce qu'ils performent pour la prédiction de la maladie coronarienne athérosclérotique? C'est ce qu'on va regarder dans les prochaines diapositives. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, ça prend une étude pangénomique initialement pour vraiment développer la distribution des variants et leur effet sur le risque. En termes de maladie coronarienne, donc ici, je vous présente une des plus récentes, GWAS, où on a inclus plus de 210 000 cas de maladie coronarienne parmi 1,3 million de participants. Donc, ce sont de très larges études. Et malheureusement, souffrent un peu d'un problème de diversité. Donc, ce sont des études qui sont majoritairement composées d'individus d'origine européenne, avec une faible représentation, par exemple, d'individus d'origine africaine ou asiatique. Donc, cette dernière étude-là a permis d'identifier plus de 250 loci ou régions génomiques qui sont associées au risque de maladie coronarienne. Et avec cette information-là, on explique maintenant jusqu'à 36% de l'électabilité. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que la plupart de ces régions génomiques-là associées à la maladie coronarienne ne sont pas nécessairement reliées à un phénotype qui est mesurable. Ici, ça va vous illustrer, c'est une plus vieille version d'une méta-analyse de GWAS. Donc, quand même, on voit les principaux loci génomiques qui sont associés à la maladie. Ici, j'ai encerclé ceux qui semblent assez évidents au lien entre ces gènes-là et différentes formes d'hypercholestérolémie ou, par exemple, ici, la lipoprotéine A. Donc, ce sont des gènes qu'on n'est pas surpris d'identifier comme étant associés à la maladie. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'ils représentent une relative minorité parmi tous les gènes identifiés. Donc, il existe plusieurs gènes pour lesquels on ne connaît pas exactement le mécanisme d'action. Certains vont causer l'hypertension ou le diabète. Par contre, pour une majorité de gènes, on ne sait pas exactement quel est le mécanisme d'action. Donc, ce qui va, en théorie, nous permettre, avec cette information-là, de prédire le risque au-delà de facteurs de risque connus, comme on touche également des mécanismes physiopathologiques qui sont différents. Comment est-ce que les scores performent? Donc, en l'état actuel des connaissances, donc avec les dernières données disponibles, on parle environ d'un odds ratio autour de 2 par écart type de score polygénique. Et ces scores-là sont également associés à l'incidence de la maladie, avec des hazard ratio autour de 1,6 par écart type. Donc, comment ça se traduit ici? Vous avez une figure à droite en termes de percentile de score polygénique. Donc, vous voyez ici la prévalence de la maladie en termes du percentile.
on voit qu'il y a une augmentation graduelle. Et de façon intéressante, c'est vraiment à des valeurs plus extrêmes où on va voir qu'il y a vraiment une augmentation plus marquée du risque et qui s'accélère. Donc, potentiel d'identifier des individus à très haut risque ici qui ont un score de risque polygénique élevé. Donc, certains ont même émis l'hypothèse que ces individus à risque très élevé là pourraient être plus nombreux que ceux qui ont une forme monogénique de la maladie. Donc, l'idée pose la question, bon, pour un risque similaire, est-ce qu'on trouve plus d'individus avec un score polygénique élevé que d'individus avec hypercholestérolémie familiale, par exemple? Selon certaines données, il semble que ça pourrait être le cas. Donc, ici, selon une étude de séquençage, il a été montré que le odds ratio d'avoir une maladie coronarienne pour les individus avec hypercholestérolémie familiale est entre 2 et 5. Bon, on sait que la fréquence est d'environ 1 sur 250. Alors que si on fait le parallèle avec les scores polygéniques, la dernière version montrait qu'il y avait jusqu'à 20% des individus qu'on pouvait identifier qui avaient un odds ratio plus grand que 3 d'avoir la maladie. Donc, il y a le potentiel d'identifier beaucoup de gens avec un risque élevé en utilisant ces méthodes. Certains auteurs ici, c'est une étude suédoise, là, ont mis de l'avant le concept que en fait, le score de risque polygénique pouvait définir une trajectoire de risque. Donc, plus le score est élevé, donc si c'est en décile, donc si plus on monte, plus le score est élevé, plus on risque de développer une maladie tôt dans la vie et donc plus notre risque augmente également tard dans la vie. Donc, c'est un peu un facteur de risque qui suit tout au long de la vie. Et du côté à droite ici, donc on a montré là, le risque au courant de la vie de développer une maladie. Donc, ça va jusqu'à autour de 50%, donc un individu sur deux qui, au courant de sa vie, va développer une maladie coronarienne si son score est dans le 10% plus élevé. On voit que ça augmente graduellement là, en fonction du score. Ici, quelques résultats de nos travaux là, de mon groupe de recherche où on s'est posé la question, est-ce que ce genre de score de risque polygénique-là avait des performances différentes selon le sexe et selon l'âge. Donc, c'est une étude qu'on a fait dans la cohorte britannique UK Biobank, qui inclut des individus âgés entre 40 et 69 ans au recrutement. Donc, on a fait des analyses stratifiées pour vérifier l'association entre le score et la maladie coronarienne incidente, donc le survenu d'événements. Puis, bon, ce qu'on a réalisé, c'est que le score était plus fortement associé à la maladie chez les hommes que chez les femmes, avec des hazard ratios qui sont un petit peu plus élevés, et que l'association était particulièrement forte chez les individus plus jeunes, donc dans la strate ici entre 40 et 51 ans. Donc, on avait un hazard ratio qui était plus important, donc le score qui performe un peu mieux pour prédire des événements précoces. Ici, c'est une autre étude qu'on a fait dans la cohorte Carthagène, donc qui est une cohorte québécoise d'individus recrutés dans 6 régions du Québec, qui inclut environ 40 000 individus, dont 30 000 qui ont été génotypés. Donc, on a vérifié l'association de plusieurs scores qui ont été développés précédemment, donc incluant un nombre variable de variants et avec différentes méthodologies. Ce qu'on a trouvé sans grande surprise, c'est que c'est vraiment le score le plus récemment développé, donc qui est basé sur la GWAS dont je vous parlais tout à l'heure, qui performait le mieux pour identifier les individus avec un infarctus du myocarde dans la cohorte. Mais ce qui est intéressant également, c'est qu'on avait un odds ratio qui était assez élevé, de 1,87 par écart type du score, ce qui était très compatible avec la littérature chez les populations européennes. Donc, de toute évidence, notre population locale québécoise serait tout à fait adéquate pour appliquer ces scores-là, puis avoir une performance qui est similaire à ce qui est rapporté dans d'autres populations américaines ou européennes, par exemple. On a regardé également l'association du score avec la sévérité de la maladie coronarienne. Donc, on a pu faire ces analyses-là grâce à l'accès à des données d'angiographie coronarienne invasive chez une large population là, de patients qui ont été évalués à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Donc, on avait jusqu'à 4000 sujets là, pour ces analyses-là. Puis, on a séparé les sujets en fonction de la présence d'obstruction dans leur artère coronaire
et en fait du nombre de vaisseaux principaux qui étaient atteints. Donc, de un vaisseau à deux vaisseaux à trois vaisseaux. On avait également une cohorte de patients pour lesquels il y avait déjà eu un traitement de revascularisation, soit des pontages ou une angioplastie, puis qui se représentait encore avec une obstruction coronaire. Et de façon intéressante, ce qu'on montre ici, c'est que le score de risque polygénique était graduellement associé avec la sévérité de la maladie. Donc, plus le nombre de vaisseaux atteints était élevé, plus le score était élevé. C'était vraiment le groupe qui avait une maladie agressive et récurrente qui avait le score le plus élevé dans cette population. Maintenant, quelle est la valeur ajoutée de ces scores-là? Donc, on a vu qu'ils sont fortement associés là, à la maladie, mais est-ce que ça peut nous permettre de vraiment mieux prédire le risque au-delà des facteurs de risque qu'on connaît et des scores dont je parlais tout à l'heure? La première chose qui est intéressante, c'est que les scores polygéniques sont généralement indépendants là, des facteurs de risque cliniques. Donc, ils vont être très peu associés, par exemple, au cholestérol sanguin ou à la pression artérielle. Donc, c'est une information qui est indépendante. Par contre, l'amélioration est plutôt modeste là, lorsqu'on ajoute le score aux variables cliniques, donc qui inclut donc, différents facteurs, mauvaise valeur. Donc, si on ajoute le score à l'âge, le sexe, qui sont deux facteurs très importants pour prédire la maladie, et d'autres facteurs cliniques, on voit que la discrimination est améliorée de façon significative, statistiquement, mais que cliniquement, c'est relativement modeste. Donc, si on parle d'erreur sous la courbe ou l'équivalent d'erreur sous la courbe pour des données incidentes, on parle de ces statistiques-ci, qui va augmenter de 0,76 à 0,78. Donc, c'est intéressant, mais relativement modeste comme augmentation. Ici, c'est une autre façon de schématiser là, des données qui proviennent d'une étude par UK Biobank. Donc, on voit chaque facteur de risque clinique pris indépendamment et son effet sur l'index C, encore une fois, un équivalent d'honneur sur la courbe. On voit que c'est vraiment le score de risque polygénique qui est le plus fort individuellement si on le compare aux autres variables. Mais encore une fois, donc, lorsqu'on fait un modèle avec ces variables-là, on voit qu'en ajoutant le score de risque polygénique, on a une légère augmentation, mais qui n'est pas énorme. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Est-ce que le fait d'avoir un score de risque polygénique très élevé fait qu'on est condamné à avoir la maladie? Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il a été montré dans différentes cohortes que le fait d'avoir des bonnes habitudes de vie va en fait beaucoup diminuer le risque, même chez ces individus-là qui ont un score de risque polygénique très élevé. Et donc, c'était vrai ici dans ces trois cohortes-là. On voit que le groupe à droite avec un risque polygénique élevé, le fait d'avoir de très bonnes habitudes de vie, par exemple en termes d'exercice, d'alimentation et d'éviter le tabagisme, va diminuer de façon très importante le risque, même si le risque polygénique est élevé. Puis même les individus qui avaient de très bonnes habitudes de vie, à ce moment-là, un risque était ramené dans certaines cohortes près du risque des individus qui étaient à plus faible risque génétique. Donc, il y a vraiment bon, ce sont des études observationnelles, mais quand même, il semble vraiment que ce ne soit pas immuable, que le fait d'avoir un risque génétique élevé peut être renversé par de bonnes habitudes de vie. Du côté des traitements médicamenteux, il a été également démontré qu'il y avait un bénéfice additionnel là, de traiter les individus avec un haut risque génétique d'origine polygénique avec les statines. Donc, il a été montré que non seulement il y avait davantage de bénéfices en termes absolus, mais également en termes de diminution relative du risque de traiter les individus avec un haut risque génétique. Et également, là, à partir des données d'essais cliniques pour les inhibiteurs du PCSK9, des résultats similaires ont été montrés. Donc, il semble que, à tout le moins, on pourrait rendre plus efficace l'utilisation de ces traitements-là en ciblant les individus qui sont à haut risque génétique. Même du côté des patients avec hypercholestérolémie familiale, donc il semble qu'il y a un effet modificateur de ces scores de risque polygéniques-là.
Donc, si vous avez en bleu là, la distribution du risque c'est en termes de probabilité de développer une maladie coronarienne à l'âge de 75 ans. Ici, en bleu, ce sont les individus qui portent une mutation pour l'hypercholestérolémie familiale. On voit qu'ils sont de risque beaucoup plus élevé que les individus sans mutation. Par contre, le fait d'avoir un score polygénique faible versus élevé va avoir quand même assez grand impact. Vous pouvez voir sur le risque de maladie coronarienne parmi les individus avec hypercholestérolémie familiale. Donc, on voit ici un individu qui est vraiment du côté gauche de la distribution, qui aurait un score polygénique très faible, serait relativement à risque beaucoup plus modéré qu'un individu qui a à la fois une hypercholestérolémie familiale et un score polygénique élevé, et à ce moment-là, là, devient très haut risque. Donc, il peut avoir des implications là, sur le suivi fait de ces patients-là, puis la critique du traitement, par exemple. Maintenant, est-ce qu'on peut faire des scores de risque avec les facteurs de risque en plus de faire des scores de risque basés sur la maladie? Donc, en gros, il existe de larges études de GWAS sur plusieurs des facteurs de risque de la maladie coronarienne. Donc, ce qui rend possible là, le développement de scores qui sont vraiment ciblés sur un facteur de risque. Par exemple, les lipides, l'hypertension, le diabète. Et on peut se dire que de calculer ces scores-là pourrait potentiellement améliorer encore la prédiction au-delà d'un score qui est juste basé sur des études de GWAS de maladie coronarienne. Donc, est-ce que de prendre en compte la composante génétique des facteurs de risque pourrait également améliorer notre prédiction? C'est ce qu'on a essayé de tester ici dans une étude, encore une fois, dans la UK Biobank, mais en utilisant des profils lipidiques qui étaient détaillés par résonance magnétique nucléaire. Donc, vraiment une haute résolution de mesure qui nous permet d'estimer le nombre de particules d'une certaine lipoprotéine et les différents contenus en cholestérol là, de ces lipoprotéines-là. Donc, les données étaient disponibles chez plus de 70 000 sujets là, qui n'étaient pas traités par un traitement médicamenteux. Et on a développé des scores là, pour 29 de ces lipidiques-là qu'on a sélectionnés. Et on a regardé l'association avec l'incidence de maladie coronarienne, soit infarctus du myocarde ou revascularisation, sur une période de suivi de 12 ans. Donc, ici, rapidement, donc on voit que la plupart, la grande majorité des scores développés étaient associés avec la maladie. Si on regarde un peu ici les scores les plus associés, donc sans grande surprise, c'est vraiment le score développé à partir des maladies coronariennes qui était le plus fortement associé. Du côté des scores pour les traits lipidiques, ici on avait quelques traits qui étaient relativement corrélés ensemble. Et de façon intéressante, c'est notre VLDL cholestérol et la quantité de particules de VLDL, des lipoprotéines VLDL qui étaient les plus fortement associées au risque. Par contre, ici, la peau B et petites particules de LDL suivaient là, de très près. Donc, on a vu que certains de ces scores-là pour les lipides étaient indépendamment associés à la maladie. Par contre, on s'est posé la question, est-ce que le fait d'inclure ces scores-là dans un modèle permettrait d'améliorer la prédiction du risque? Donc, je vais attirer votre attention plus côté gauche ici, vers tous les participants. Si vous prenez la barre ici en gris foncé, donc c'est la valeur c'est des statistiques de performance du modèle pour les facteurs de risque cliniques seulement. On voit qu'ici, en ajoutant le score de risque pour la maladie coronarienne, on a quand même une augmentation significative là, de la prédiction. Par contre, lorsqu'on ajoutait à ça les scores de risque pour les traits lipidiques, on avait une augmentation qui était très faible. Donc, relativement peu de valeur ajoutée lorsqu'on inclut tous ces scores-là spécifiques aux lipides dans un modèle pour prédire la maladie coronarienne. Et il y a une large étude d'entre-temps qui a été également publiée, qui s'est posée un peu la même question. Donc, ils ont vraiment combiné tous les jeux de données les plus grands disponibles actuellement pour essayer de faire un score qui serait le plus performant possible. Donc, à la fois un score pour la maladie coronarienne, avec les dernières données de GWAS, en incluant le plus possible des populations d'origine diverse. Il y avait entre autres un certain nombre d'individus d'origine africaine, asiatique et hispanique pour le score de maladie coronarienne.
Et puis, ils ont aussi inclus différents scores là, pour les facteurs de risque et ils ont combiné tout ça dans un large modèle. Donc, en gros, ici, on voit la performance des scores individuellement. Donc, encore une fois, le score de Bannister Ariane qui est le plus élevé donne la performance la meilleure. Et puis, chacun des scores de facteurs de risque était significativement associé, mais à une magnitude qui était plus faible. Et donc, ici, on voit un peu la progression. Donc, ils ont testé différents scores par étape en incluant davantage d'informations. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit que la majorité de l'augmentation de la précision venait de l'utilisation d'une paire d'échantillons qui était plus grave. Le fait d'ajouter des populations plus diverses augmentait quand même significativement la performance du modèle, mais de façon un peu plus modeste. Et le fait d'ajouter les scores des facteurs de risque, qui, encore une fois, augmentait, mais de façon encore plus modeste, un peu similaire à ce que je démontrais avec nos scores de risque de lipides. Donc, une amélioration qui est marginale là. Et donc, ça, c'est la statistique globale. Donc, encore une fois, on passait de 0,74 à 0,76 avec le score de risque complet. Donc, à résumer, donc, les scores de risque polygénique pour la maladie coronarienne sont fortement associés avec la prévalence et l'incidence de la maladie. Ils prédisent un peu mieux les événements précoces et un peu mieux chez les hommes que chez les femmes. L'extrême de la distribution peut identifier des individus qui sont à très haut risque. Les scores sont indépendants des facteurs de risque traditionnels. Ils mènent à une amélioration significative mais modeste dans la prédiction du risque là, si on le compare avec les outils existants. Et l'ajout de score de risque pour les polygéniques pour les facteurs de risque entraîne relativement peu d'amélioration. Maintenant, comment ça pourrait se traduire tout ça en clinique? Donc, il y a encore quelques limites là, à dépasser, si on veut, ou des défis avant de pouvoir en arriver là. Donc, la performance varie selon la population. Donc, je vous montrais, donc souvent les grandes études de GWAS sont en majorité européennes, donc ce qui fait que la prédiction va être moins bonne chez les autres populations. Évidemment, bon, il y a des défis de standardisation. Donc, comme je l'ai montré, il existe beaucoup de méthodes différentes qui utilisent un certain nombre de variants. Donc, il faudrait qu'à ce moment-là, vraiment s'entendre sur des façons de standardiser, avoir la méthode unique. Euh, les connaissances évoluent rapidement, donc il va y avoir un besoin, lorsque ce sera disponible, de mettre à jour régulièrement ces outils-là. Puis il y a quand même un défi également là, de communication de l'information, autant aux patients qu'aux professionnels de la santé qui vont utiliser l'info. Par contre, je vois clairement là, des utilités potentielles pour la stratification du risque, par exemple, en prévention primaire, l'identification de maladies coronariennes précoces, donc certains groupes d'individus à très haut risque, il pourrait valoir la peine à ce moment-là d'évaluer de façon familiale et dépister des individus pour à ce moment-là pouvoir traiter plus tôt dans la vie. Donc, l'avantage de ces scores-là, c'est qu'on peut identifier là, à n'importe quel âge, donc ça ne varie pas avec le temps. Et donc, ça nous permettrait de faire des traitements ou de la prévention chez les individus qui n'ont pas encore de facteurs de risque manifestes. C'est applicable à plusieurs pathologies simultanément. Donc, il existe par exemple des scores assez performants pour le diabète de type 2, la fibrillation oculaire, différentes formes de cancer. Donc, à ce moment-là, une fois qu'on a l'information du génotype d'un individu, on peut faire le calcul de tous ces scores-là. Et finalement, pour le recrutement, pour les essais cliniques également, là, ça peut être un bon outil pour enrichir le nombre d'événements. Ici, simplement un schéma pour montrer comment on peut combiner l'information clinique à l'information du risque polygénique, donc ce qui nous permettrait d'avoir une évaluation du risque là, intégrée qui serait plus performante. Ici, un groupe américain là, qui avait fait des sondages au niveau d'un groupe test d'individus pour essayer de voir quelle serait la meilleure façon de donner l'information. Donc, si il avait fait certains développements graphiques là, pour essayer de le plus possible d'expliquer qu'est-ce que ça signifiait d'avoir un risque polygénique élevé, donc sur une distribution ici avec des couleurs, puis une estimation du risque. C'est un exemple potentiel de à quoi ça pourrait ressembler. Finalement, donc en résumé, pour ce qui est du risque génétique de maladies coronariennes, donc il y a eu différentes étapes là, dans l'histoire qui nous ont mené où on est aujourd'hui. Donc au départ, on évaluait vraiment uniquement l'histoire familiale. De plus en plus, bon, avec les études et le temps, il y a eu des études sur l'identification de variants rares associés à la maladie, comme l'hypercholestérolémie familiale, des études de jumeaux, des études plus de l'ordre génomique avec les méthodes de séquençage et de génotypage qui sont apparues, ce qui nous a permis de comprendre un peu l'architecture polygénique de la maladie, de développer des scores de risque polygéniques. Et pour le futur, donc, il reste à améliorer
l'association de ces scores-là dans différentes populations, les intégrer avec les facteurs de risque clinique et ultimement, pour vraiment démontrer leur efficacité, de faire des études, des essais cliniques randomisés où à ce moment-là, un groupe de patients aurait le résultat du score polygénique serait traité en conséquence, alors que l'autre groupe serait traité avec le standard of care. C'est vraiment ce qui va nous permettre de voir est-ce qu'il y a une utilité clinique à l'utilisation de ces scores-là. Donc, en conclusion, la génétique est relativement peu ou sous-utilisée dans l'évaluation du risque de la maladie cardiovasculaire. Il existe quelques formes monogéniques, entre autres l'hypercalcémie familiale, là, qui est plus fréquente au Québec et qu'on devrait dépister de façon plus active. Il y a également des formes polygéniques, comme j'essaie de vous démontrer, là, qui sont documentées, mais qui souvent restent non identifiées en pratique. Et l'utilisation des scores polygéniques, à mon avis, a le potentiel d'améliorer l'évaluation du risque, mais il reste encore des efforts pour la standardisation, le développement d'outils et la translation en clinique. Donc, pour terminer, j'aimerais remercier donc, le centre de recherche où je travaille ici à l'Institut universitaire de cardiologie pneumologie du Québec, l'Université Laval, les organismes subventionnaires et les différentes cohortes populationnelles là, qui nous permettent de faire ces travaux-là. Et un petit mot pour mon étudiant doctoral qui a gradué maintenant, là, qui a contribué à certaines diapositives. Merci.